Du coup, je vous propose donc d'illustrer justement aussi cet aspect lien entre l'amont et l'aval avec un témoignage. Donc, on n'a pas réussi à avoir de témoignage d'un agriculteur, mais on a un témoignage d'une entreprise agroalimentaire. Donc, Mathieu, je vous laisse présenter Ouais, directement je avec peux, notre je outil. peux partager mon écran si vous voulez. Donc, Ouais. Mathieu Sandral de la société AgroSourcing. Je vous laisse présenter. Alors, pour l'instant, on ne voit pas. C'est mieux comme ça. C'est bon. Là, on voit. C'est parfait. Parfait. En effet, bonjour à tous, Mathieu Sandral, chargé de projet agroécologie chez AgroSourcing. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'agroécologie et de stockage carbone en filière internationale de fruits secs. Ça sera une présentation qui sera sûrement beaucoup moins technique que ce qui a été présenté auparavant. L'idée, c'était plus en effet de vous présenter notre témoignage, notre vision en tant qu'entreprise de ces projets de stockage carbone par le biais agricole, avec un axe un peu plus stratégique et économique. Très rapidement, petite présentation de l'entreprise. Donc AgroSourcing, on est une petite PME familiale qui a été créée en 2004. C'est aujourd'hui à peu près 35 employés et on est basé à Gardanne, à côté d'Aix-en-Provence. Et notre métier, c'est donc d'être importateur de fruits secs biologiques et équitables, donc en commerce équitable. On fait à peu près 5000 tonnes par an pour vous donner un ordre de grandeur. Et ces fruits secs, on les importe, on les décline en plusieurs versions, soit bruts, soit transformés, que ça soit en mélange, en purée, etc. Derrière, on les vend sous deux formats, soit en vrac, soit en conditionné, notamment sous la marque Pépite, qui est notre marque. Et on le vend à des professionnels, en particulier donc des magasins bio, des artisans et des industriels. Juste un mot rapide aussi sur notre positionnement qui se veut, depuis la création de l'entreprise, celui de travailler avec les filières les plus courtes, les plus solidaires et les plus durables possibles, et avec un choix qui est assez fort pour ce marché, qui est donc d'être en monosourcing. Autrement dit, on a un seul fournisseur de fruits secs pour chaque matière première, et on travaille avec eux depuis, pour certains, plus d'une vingtaine d'années. Effectivement, notre positionnement au sein de la chaîne de valeur, vous l'aurez compris, il est donc celui d'être de grossiste. On achète à des coopératives qui exportent de pays tiers. Ces coopératives elles-mêmes vont racheter en fait la récolte de producteurs indépendants qui sont souvent de petits producteurs avec des exploitations de l'ordre de 2 à 3 hectares maximum, qui vont eux-mêmes sécher la marchandise. Derrière, la coopérative va collecter, trier et conditionner. Et nous, on importe, on revend à des professionnels pour consommation par le consommateur final. Notre positionnement est donc celui de grossiste dans la chaîne de valeur, mais notre rôle, on le conçoit de manière un peu plus élargie, dans la mesure où on souhaite être présent à la fois en amont et en aval de nos filières. En amont avec un accompagnement à la fois technique et financier chez nos producteurs mêmes et chez les coopératives, très poussé, et ce depuis le début de la création de l'entreprise. Et puis aussi en aval auprès du consommateur, où on fait beaucoup de sensibilisation sur les thématiques nutritionnelles et environnementales. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on a donc le point de départ de ces projets-là chez nous, ça a été le changement climatique. À savoir que ça fait 20 ans qu'on importe donc des fruits secs en France, et ça fait plusieurs années qu'on voit très clairement les effets du changement climatique sur notre métier, avec une chaîne d'événements qui a été rappelée au début de cette présentation, enfin au début de ce colloque, où en fait on a une intensification et une augmentation de la fréquence de certains aléas climatiques, qui va se traduire en des rendements qui sont de plus en plus aléatoires, incertains, et pour certains catastrophiques certaines années. On a eu par exemple en 2025 à peine 5% d'une récolte normale sur l'abricot de Turquie. Et derrière des prix, des cours mondiaux qui flambent. Vous l'avez sûrement vu sur le café ou sur le cacao ces dernières années, mais il faut savoir que nos filières de fruits secs sont absolument pas épargnées.
notamment parce qu'on importe en fait plus ou moins des mêmes pays qu'eux, souvent des pays tropicaux, équatoriaux ou méditerranéens. Et qui évidemment dans la lignée de nos valeurs et des choix qu'on a fait en termes de monosourcing, délocaliser ou dédoubler nos filières n'est absolument pas une option envisageable pour l'entreprise. Et que certes on est en bio, mais ça ne nous protège absolument pas des effets du changement climatique, et ça ne nous permet absolument pas d'assurer la viabilité de nos filières sur le long terme. De cette réflexion est donc parti, a donc découlé un projet qui est celui de mettre en place des pratiques agroécologiques dans nos filières. Alors là, je vais présenter en particulier nos filières méditerranéennes puisque c'est le thème de ce colloque. Mais c'est des pratiques, c'est des projets qu'on mène aussi dans nos autres filières hors Méditerranée. Et donc ce projet, il a un triple objectif. D'une part, augmenter la résilience et la résistance de nos filières face au changement climatique, vous l'aurez compris. D'autre part, il a aussi une dimension un peu expérimentale, puisqu'on se dit que les techniques qu'on expérimente aujourd'hui, par exemple en Tunisie, pourront peut-être être utiles demain dans le sud de l'Espagne. Également un troisième levier, enfin un troisième objectif qui est un peu de contribuer à lutter contre le changement climatique avec tous les impacts positifs que peuvent avoir ces techniques sur la biodiversité, l'eau et le stockage carbone. Et donc c'est donc un projet qui a été initié en 2023 et on a aujourd'hui 3 ans de retour d'expérience. Et l'idée de cette présentation, c'est aussi de vous présenter un peu ces projets-là et la vision qu'on en a aujourd'hui. Concrètement, pour rentrer un peu plus dans les détails techniques, qu'est-ce qu'on change dans nos filières? En fait, on part de fermes qui sont en bio, ce qu'on appelle classique, c'est-à-dire simplement conformes au règlement européen sur le bio, donc pas d'intrants de synthèse, pas de pesticides de synthèse. Et on essaye d'aller vers une ferme, ce qu'on appelle bio-agroécologique, donc à la fois bio et aussi qui implémente certaines techniques dites d'agroécologie, que je vais donc vous détailler plus en détail. L'idée, c'est donc qu'on va voir nos producteurs chez qui on a des points d'entrée puisqu'on les accompagne depuis, pour certains, une vingtaine d'années. Eux nous mettent à disposition des parcelles expérimentales qu'on coupe systématiquement en deux. D'une part, d'un côté, on va faire ce qu'on appelle une parcelle test et d'autre part, une parcelle contrôle. Et l'idée, c'est que sur la parcelle contrôle, ils font leur itinéraire technique classique tel qu'ils l'ont toujours fait. Et nous, sur la parcelle test, on va faire le même itinéraire, mais on va implémenter quelques différences au fur et à mesure et quelques-unes des pratiques agroécologiques que je vais vous citer. Dans un premier temps, donc, on va beaucoup travailler sur la nutrition parce que c'est des choses sur lesquelles les producteurs avec lesquels on travaille sont pas forcément très avancés au début. Donc, on va identifier un peu les carences avec des analyses de sol, de sève et de feuilles. Travailler sur d'abord rééquilibrer la nutrition minérale, notamment avec des pulvérisations en foliaire. Ensuite, dans un second temps, on va beaucoup travailler sur la microbiologie du sol, notamment avec certains d'entre vous connaissent peut-être la litière forestière fermentée et tous ses dérivés, notamment en termes par exemple de compost fermenté qu'on appelle des bokashi. Ensuite, on va également travailler, essayer de réinstaurer au maximum la couverture végétale, et ce de manière la plus étendue au cours de la saison possible. S'il y a des problématiques de ravageurs, on va également travailler sur tout ce qui est problématique de biocontrôle pour remplacer les traitements traditionnels et à terme, petit à petit, introduire un peu tout ce qui est le reste des pratiques agroécologiques, mais qui auront des effets plutôt à long terme, donc que ce soit la limitation du travail du sol, la diversification des cultures, l'intégration de l'animal et de l'arbre, tout ce qui est thématique d'hydrologie régénérative également, pour à terme aller vers ce qu'on appelle une ferme bio-agroécologique. L'idée, donc vous l'aurez compris, c'est de partir des techniques les plus efficaces et les plus visuelles à très court terme en fait, afin de vraiment convaincre et de convertir l'essai le plus rapidement possible et que le producteur se rende compte qu'il y a un intérêt à passer sur ces techniques-là. Et petit à petit, on implémente un peu le reste qui va nous permettre d'avoir plus de résistance et plus de résilience face aux aléas climatiques futurs. Et évidemment, l'objectif, il est aussi dans la lignée de ce qu'on fait en termes de commerce équitable, d'aller toujours vers une autonomisation progressive du producteur dans sa démarche et de réhabiliter un peu tout ce savoir-faire paysan qu'il y a derrière.
Où est-ce qu'on fait tout ça concrètement? En Méditerranée, on est présent dans 5 pays. Donc on a 4 filières en Turquie, 4 projets d'agroécologie dans nos fruits secs en Turquie, donc sur la noisette, le raisin, la figue et l'abricot. En Espagne, on est également très présent sur 3 filières avec pistache, figue et amandes. En France, on est également associé de la société Amandera qui vise à réhabiliter la culture du fruit sec dans le sud de la France avec une approche qui se veut la plus agroécologique possible. Et on a également des projets d'agroécologie qui ont démarré sur nos filières de dattes et de sésame il y a quelques années. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble de ce qu'on fait dans chacune de ces filières, je vais juste le faire pour un de ces pays, qui est donc la Turquie, où ça fait 3 ans qu'on travaille avec notre fournisseur de figues, abricots, raisins et voilà. Donc comme je vous le disais précédemment, on travaille beaucoup sur des parcelles pilotes au début, où on va ajuster la nutrition avec des analyses de sol, de sève et de feuilles. On va également ensuite implémenter tout ce qui est biofertilisant, donc concrètement des préparations avec des micro-organismes vivants pour essayer de raviver un peu la microbiologie du sol. Ensuite, si le couvert végétal n'est pas présent, ce qui est souvent le cas, on va beaucoup travailler sur ces thématiques de couvert végétal, le maintenir le plus longtemps dans l'année possible et le faire grandir le plus possible. Et tout ça va se faire par le biais de formation. On travaille beaucoup sur ce volet-là chez les producteurs, donc on va directement sur le terrain leur parler de ces techniques-là, de ce qu'ils pourraient en tirer, et avec un concept où en fait on a appelé ça les Regen Farming Week. L'idée étant d'aller donc dans le pays en question. On fait 4 jours de formation directement chez les producteurs sur le terrain où on va chez un des producteurs, ils invitent la communauté locale, leur famille, leurs voisins, etc. On fait des formations et le 5e jour de la semaine, on va sensibiliser en université directement les étudiants en agronomie à ces techniques un peu alternatives d'agroécologie, à l'intérêt qu'elles peuvent présenter dans un contexte climatique qui est le nôtre. Ensuite, on a implémenté plusieurs projets annexes. On travaille beaucoup sur la limitation des doses de cuivre dans la vigne, par exemple. On travaille aussi sur l'infiltration de l'eau avec des choses qui sont très simples, simplement mettre en travers des bois de taille en travers de la pente pour infiltrer au mieux l'eau. On a un projet aussi qui est plus dans le thème d'aujourd'hui sur le biochar, donc où en fait on va recycler, donc pyrolyser des coques de noisettes et du bois de taille pour faire du biochar, et on a une certification en crédit carbone qui est en cours d'exploration sur ce projet-là. Et également des expérimentations qui sont en cours sur un des ravageurs qui fait pas mal de dégâts en France sur les noisetiers, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est la punaise diabolique. En Turquie, il y a le même problème et on a exactement les mêmes solutions pour lutter contre qu'en France, qui sont en bio absolument aucune. Et donc, on expérimente un peu sur le biocontrôle de cette punaise diabolique. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont faites sur des parcelles tests au début. Et l'idée, c'est que pour passer sur des parcelles, pour généraliser un peu toutes ces techniques-là en termes de surface concernée, on a cherché à s'appuyer sur des agriculteurs relais, ce qu'on a appelé des farm leaders, ou qu'on a en fait recruté pour leur intérêt. Et derrière, on les forme à former. On les forme à gérer ce qu'on appelle une biofabrique, donc un endroit où ils vont pouvoir créer eux-mêmes leurs propres biofertilisants, leurs propres biostimulants, distribuer de là des graines de couvert végétal, etc. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur ces personnes-là qui sont présentes tout au long de l'année, contrairement à nous, pour étendre ensuite la surface concernée par ces projets. En termes de résultats, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne, ces projets d'agroécologie? Pour détailler un peu sur le raisin de Turquie, en 3 ans, on a sûrement formé plus que 200 producteurs à toutes ces techniques-là. Ces chiffres datant d'un peu avant. On a également eu des bonnes surprises sur les rendements, où typiquement la première année, alors sur parcelle test versus parcelle témoin, on a eu plus 24% de rendement
en raisin frais. Avec en plus des choses qui sont très visuelles et qui sont très faciles à voir par les producteurs sur place, des feuilles qui étaient plus vertes, des rameaux plus vigoureux, etc. Et puis nous, derrière, on a analysé les fruits concernés et des bonnes surprises aussi sur la nutrition de ces fruits-là, avec forcément quand on nourrit mieux le sol et la plante, ça se retrouve dans les fruits derrière. Et donc des teneurs en oligo-éléments qui ont été augmentées grâce à ces pratiques-là qu'on a mises en place, du calcium, du magnésium, du fer, du zinc et du manganèse, entre autres. Outre la qualité et la quantité de ces fruits, de ces récoltes, ces projets d'agroécologie, on sait aujourd'hui, et c'est documenté, qu'ils ont d'autres co-bénéfices, et c'est plus dans le thème de ce colloque aujourd'hui. Donc le premier, c'est évidemment le stockage carbone. On estime qu'en mettant en place un peu l'ensemble de ces techniques-là qu'on appelle d'agroécologie, on pourrait avoir une augmentation de l'ordre de 0,1% du stock, enfin de la teneur en matière organique par an dans le sol. C'est peut-être un peu surestimé en zone méditerranéenne, et encore que ça paraît atteignable au vu des chiffres qui ont été présentés avant. Et ça se traduirait en fait par un stockage carbone de l'ordre de 6 tonnes équivalent CO2 par hectare et par an. Ce qui nous permettrait à terme de compenser le bilan carbone de notre entreprise avec 4000 hectares de ces pratiques-là agroécologiques. Je parle de compensation avec des grosses pincettes parce que ça a été évidemment rappelé auparavant. Tous ces projets-là ne viennent pas en remplacement de nos projets de réduction et d'évitement de notre bilan carbone qu'on mène évidemment bien auparavant. Les co-bénéfices également ont été prouvés en termes de biodiversité et d'eau par pas mal de méta-analyses. Et puis en termes d'enjeux sociaux et humains, il y a également des gains pour les populations et pour les producteurs sur place qui vont un peu diversifier leur culture, stabiliser un peu leurs revenus par ces projets-là. Et puis on espérait aussi à terme avoir des revenus complémentaires avec la vente de crédits carbone. Et justement, pour rentrer un peu plus dans ce sujet-là du carbone, c'est un gros sujet chez nous. On a beaucoup travaillé dessus justement l'année passée, parce qu'en fait, l'ensemble de ces projets-là qu'on met en place depuis 2023, ce sont des projets où on investit entre guillemets à perte, en tout cas d'un point de vue purement comptable. Pour l'instant, on n'a pas de retour sur investissement très clair en termes de viabilité sur le long terme, puisqu'on est pour l'instant de manière assez contenue sur quelques parcelles tests, même si ça commence un peu à s'étendre. Et donc l'idée, c'est l'ensemble de ces résultats seront, on en est confiant, visibles sur le long terme. Maintenant, ça n'a jamais été très porteur d'être trop en avance sur le marché, et donc on cherche un peu à valoriser ces choses-là sur le court terme pour attendre le temps qu'il faudra pour valoriser ces choses-là. Les crédits carbone, justement, nous ont apparu comme une option très intéressante pour justement récompenser l'agriculteur qui mettrait en place toutes ces pratiques-là. Le problème, c'est qu'on s'est heurté à pas mal d'obstacles. D'une part, les bases de données, et notamment Agribalise, ont un peu de mal à prendre en compte les pratiques, à différencier les pratiques qu'on met en place dans le cadre de nos projets. Typiquement, un bokashi, ça reste considéré comme un compost, et donc très émetteur dans Agribalise, là où les dernières études montrent que les bokashi peuvent avoir justement des effets un peu plus intéressants de ce point de vue des gaz à effet de serre. Les certifications sont aussi extrêmement lourdes pour des petits producteurs de l'ordre de 2 à 3 hectares des pays desquels on importe. Et les témoignages qu'on a aujourd'hui aussi, notamment de personnes qui sont engagées dans le label bas carbone, nous disent que c'est assez difficile à revendre, tous ces crédits carbone. Et même si on arrivait à les revendre, en fait, aujourd'hui, j'avais fait les calculs, même en partant avec un taux assez élevé, avec un prix assez élevé sur nos crédits carbone, en fait, l'agriculteur augmenterait de l'ordre de 1% son chiffre d'affaires annuel à l'hectare, ce qui est une augmentation qui ne justifierait pas l'investissement que ce soit en temps ou en argent dans ces démarches de certification et d'audit.
Aujourd'hui, on envisage un peu deux alternatives. D'une part, le biochar où certes, on générerait peut-être un peu moins de crédit carbone, mais on les vendrait beaucoup plus cher puisque le prix de le prix du crédit carbone en biochar est beaucoup plus élevé. Et puis, ça a été dit auparavant par Loris Camoin sur l'insetting, qui est donc de la compensation carbone au sein même de la chaîne de valeur, où on se disait qu'à terme, ça pourrait être aussi un modèle viable que de vendre à la fois des fruits secs, mais aussi à nos clients les crédits carbone qui sont associés à ces mêmes fruits secs, afin que l'effort de transition agricole soit partagé non plus uniquement par l'amont agricole des filières, mais aussi partagé par l'aval et financé en partie. Pour autant, on est conscient qu'une grande partie de notre impact ne se comptabilisera pas en tonnes équivalentes de CO2. On travaille beaucoup sur des formations, sur des sensibilisations où derrière l'impact il est pas très palpable et pas très quantifiable en fait en tout cas. Et donc on est persuadé que cette valorisation de nos projets d'agroécologie passera aussi par d'autres voies, notamment, je vous en ai parlé un petit peu, par la nutrition, mais aussi par le fait de sensibiliser au maximum tout notre écosystème sur le fait que voilà, les aléas climatiques et le climat futur qui nous attend va être assez catastrophique pour l'agriculture et pour notre propre sécurité alimentaire, hein, d'un point de vue purement égoïste, sur ces choses-là. Voilà. Pour conclure, rapidement, donc le projet que je vous ai présenté aujourd'hui. Pour nous, c'est un projet qui n'a rien d'original en termes de technique. On ne réinvente rien, on refait juste ce que faisaient nos ancêtres il y a quelques décennies, voire il y a quelques siècles. Mais c'est un projet qui nous paraît original de par son ampleur. On déploie quand même des moyens qui sont assez considérables pour notre structure. Et aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près 60% des tonnages qu'on importe qui sont issus de filières dans lesquelles des projets d'agroécologie ont été initiés. Donc c'est aussi assez gratifiant et c'est aussi original, un modèle qui est original par le fait qu'on mobilise l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous, AgroSourcing, on est un intermédiaire et on est un peu pilote là-dedans. Pour autant, on s'appuie évidemment sur le relais des producteurs sur place, sur les coopératives, mais aussi en allant chercher le soutien financier de nos clients. Il y a quelques-uns qui vont financer justement, indépendamment de la marchandise qu'ils achètent, des projets carbone, enfin des projets d'agroécologie dans nos filières. Et puis évidemment, on s'appuie sur d'autres partenaires, notre fonds de dotation qui cherche à généraliser ces techniques d'agroécologie, ces projets d'agroécologie avec une dimension beaucoup plus intérêt général que celle strictement de l'entreprise. Et puis aussi sur les universités dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a beaucoup travaillé avec l'université d'Izmir en Turquie, celle de Tunis en Tunisie. On travaille beaucoup avec l'ENSAT à Toulouse et l'université d'Extrémadour en Espagne. Et je conclurai un peu sur cette pensée qui est sûrement un peu biaisée puisque je suis chargé de projet agroécologie, mais l'idée pour moi, c'est de dire que l'avenir d'AgroSourcing aujourd'hui, il est sûrement dans ces projets d'agroécologie, dans la mesure où c'est d'une part une question de survie. On sait que si on fait rien aujourd'hui, dans 20 ans, dans 30 ans, on n'aura peut-être plus de fruits secs à vendre, sans parler même des prix. Donc ça, c'est plutôt le bâton. Et la carotte, c'est plutôt aussi une question de sens, où en fait, on se dit que notre activité derrière, elle n'est pas purement celle d'un trader négociateur qui va juste acheter et revendre. L'idée, c'est de dire aussi que notre activité sert aussi le vivant et devient un peu un outil au service de l'action en faveur du vivant. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui et voilà, je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Merci Mathieu pour ce témoignage très riche. Je ne vois pas de questions, n'hésitez pas s'il y en a. Un petit peu débordé, mais on ne va pas tarder à conclure. Si besoin. À l'oral, oui, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions. Je trouve très intéressant d'avoir pu avoir votre témoignage et justement pourquoi, en tant qu'entreprise, vous investissez ces questions-là et vous êtes pilote de ces projets. Donc, merci aussi de ce témoignage. Je ne sais pas s'il n'y a pas de questions. Bon, après, voilà aussi, si besoin,
pourrait nous les faire passer. Bravo, nous dit Vincent, bravo à AgroSourcing pour toutes ces démarches. Merci à vous. C'est vrai que c'est encore peu courant. On espère que ça deviendra la norme dans quelques années. Mais ça peut être inspirant aussi pour d'autres de voir que c'est possible de le faire et de voir aussi les résultats que vous en obtenez.